Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va commencer dès à présent et puis les éventuelles personnes un petit peu en retard vont nous rejoindre. Donc, je me présente, je suis Alix Quéré, coordinatrice en charge des activités pédagogiques au Mémorial de Drancy. Et nous accueillons cet après-midi Yves Ternon euh, dans le cadre d'une conférence sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Il y a une exposition qui a ouvert au Mémorial de Drancy le 22 mars jusqu'à fin juillet. On a hâte qu'elle vous puissiez aller la voir. Yves Ternon est commissaire de cette exposition aux côtés de Claire Mouradian et de Raymond Kevorkian. Yves Ternon, vous êtes également historien, spécialiste des génocides du XXe siècle. On peut citer notamment comme ouvrage Génocide, anatomie d'un crime, le dernier qui est paru, Frères arméniens, frères juifs, frères tutsis. Vous avez également coécrit avec Raymond Kevorkian le mémorial du génocide des Arméniens. Et d'ici quelques jours, sera paru le titre Destruction des communautés chrétiennes de l'Empire ottoman, Nestoriens, Chaldéens, Syriaques et Grecs, 1914-1924, aux éditions du CERF. Voilà, c'est le dernier ouvrage qui va apparaître. Donc, on est très heureux de vous accueillir à la fois dans le cadre de cette exposition et également puisque nous sommes dans les commémorations du 106e anniversaire du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman qui ont eu lieu hier. Donc, monsieur Ternon, on va vous écouter. Sachez que vous avez à tout moment la possibilité de poser une question via l'onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran. Pour les personnes qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook, sur Instagram, vous avez également la possibilité de poser des questions directement sur ces réseaux qui nous seront relayées. Et pour les personnes qui, à la fin, souhaitent intervenir directement, vous avez également l'option lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser votre question de vive voix. Voilà. Merci, Monsieur Ternon. On vous écoute. Merci. Les samedis 24 avril et dimanche 25 avril 1915, à Constantinople, le gouvernement ottoman procède à l'arrestation des plus importantes personnalités de la communauté arménienne, journalistes, écrivains, médecins, avocats, hommes politiques, ecclésiastiques. Tous sont arrêtés, déportés sur la rive asiatique de la capitale et ensuite exterminés pour la plupart, quelques-uns seulement survivent. Cette période marque le départ du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, génocide qui est considéré maintenant par les historiens comme le premier génocide du XXe siècle, après cependant celui des Herero et des Nama en 1908, mais c'est l'événement qui se rapproche le plus de la Shoah pour différentes raisons que j'expliquerai plus tard. Qui sont les Arméniens? Quelles sont les raisons qui amènent à décider d'exterminer cette communauté? Comment s'est produit ce crime? Quelles sont les conséquences après la disparition des Arméniens sur le plan international de ce crime? Et dans quelle mesure peut-on comparer les génocides du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, avec le génocide des Juifs d'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale? Telles sont les questions que je vais aborder maintenant. Les Arméniens sont un très vieux peuple, un peuple qui apparaît au 8e siècle avant notre ère sur une région qui est située à l'est de l'Anatolie, au sud de la mer Noire, au nord de la plaine de Mésopotamie, et qui va se trouver sur une zone, sur un haut plateau qui est à la fois une zone riche sur le plan de la culture et une zone de passage entre l'Europe et l'Asie. Ils vont survivre pendant toutes ces périodes, depuis le 8e siècle, où ils s'installent sur le plateau arménien, sur les ruines du royaume de l'Urartu. Ils vont former d'abord des royaumes indépendants, puis avec l'invasion romaine, ils vont dépendre de Rome, et le grand royaume de Tigrane le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ va être détruit progressivement par Rome.
Mais les Arméniens vont survivre pour plusieurs raisons, et d'abord parce qu'ils vont se convertir au christianisme. C'est le premier royaume chrétien à se convertir au christianisme au 301 de notre ère. D'autre part, ils vont adopter une langue, un alphabet qui va leur permettre de jouer un rôle de lien entre les différentes périodes, les différents groupes, les différentes périodes de cette région, de cette période, pardon. Les Arméniens vont ensuite se retrouver dans l'Empire ottoman entre les royaumes de Perse et le royaume à Byzance, entre le royaume de Perse et le royaume Byzance. Puis surviennent les invasions turques au Xe siècle, au XIe siècle après de notre ère. Ces invasions vont amener une destruction d'une grande partie de la communauté arménienne de l'Empire ottoman je m'excuse, mais je ne voudrais pas avoir mon visage en face, ça me gêne beaucoup. Hein, si on peut me mettre une carte, je n'ai pas l'habitude de parler en face de moi. On va remettre la carte tout de suite. D'accord. Donc, mieux comme ça. Ça va mieux, merci. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides vont envahir donc l'Empire ottoman et vont envahir le Byzance et entraîner une destruction progressive de l'Empire ottoman. À ce moment, une partie des Arméniens va se déplacer au sud-est au sud-est de l'Anatolie, autour de la Méditerranée, et créer le royaume de Cilicie qui sera en relation avec les chrétiens au moment des croisades. Puis, progressivement, les Arméniens vont reconstituer des royaumes, ils vont essayer de survivre et ils parviennent quand même à être une communauté indépendante à partir du XVe siècle, lorsque, après 1453, l'Empire ottoman naît et remplace Byzance après la chute de Constantinople. C'est alors qu'ils occupent, comme tous les chrétiens et les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, une situation particulière dans cet empire musulman. Ils sont des citoyens de second ordre. On les appelle les dhimmis, c'est-à-dire des personnes qui sont directement dépendants du sultan, mais le sultan, en échange de nombreuses contraintes, en particulier d'une position de second ordre dans l'Empire, et en particulier de nombreuses contraintes, leur autorise d'avoir une autonomie culturelle et une autonomie religieuse. C'est donc pendant ces siècles, jusqu'au XVIIIe siècle, que les Arméniens vont se trouver divisés d'ailleurs en deux catégories différentes, les uns à l'est de l'Empire, réfugiés dans les vilayets arméniens, la partie orientale donc de l'Anatolie. Vilayets, ce sont les provinces, où ils occupent effectivement une position inférieure, mais où ils survivent néanmoins. Au contraire, dans d'autres régions d'Anatolie, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils s'organisent bien avec des chrétiens d'autres régions, ils vont pouvoir développer une situation meilleure. Donc l'Empire ottoman, jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, est un empire multiconfessionnel et multi-ethnique qui s'étend sur 3 continents, le continent européen, le continent asiatique et le continent africain. Or, l'Empire ottoman ne se développe qu'en fonction de ses conquêtes. Lorsque ces conquêtes diminuent, à partir du XVIe siècle, il amorce lentement son déclin. Ce déclin va se précipiter à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec le moment où les puissances européennes interviennent au chevet de l'Empire ottoman. Constatant ce déclin, les puissances européennes, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche-Hongrie,
vont avoir des attitudes différentes à l'encontre de l'Empire. C'est-à-dire les unes, Russie et Autriche-Hongrie, pensent annexer des territoires après la destruction de cet empire que l'on nomme déjà l'empire malade de l'Europe, alors que la France et l'Angleterre vont au contraire chercher à préserver leurs liens commerciaux avec Constantinople et l'Empire ottoman. Donc, à partir du moment où les puissances chrétiennes qui vont intervenir en défendant théoriquement les chrétiens qui sont opprimés par l'Empire ottoman, vont intervenir dans cet empire, la situation des chrétiens va s'altérer. Ainsi, au début du XIXe siècle, commencent les raisons d'intervention humanitaire qui permettent donc à la Russie en particulier de déclarer des conflits avec l'Empire ottoman. En réaction, les puissances européennes obtiennent des sultans successifs qu'ils procèdent à des réformes que l'on appelle les tanzimat, réformes qui sont promises et devraient améliorer le sort des citoyens chrétiens et juifs, mais en fait, ces réformes ne sont pas vraiment appliquées et les guerres vont se succéder au cours du XIXe siècle, en particulier entre la Russie et l'Empire ottoman. Arrive un cinquième intervenant qui est l'Allemagne, l'Empire allemand, qui, à la fin d'une guerre entre Russie et Empire ottoman en 1878, réunit à Berlin un congrès et ce congrès va décider de mettre par l'article 61 des conditions de surveillance par les puissances de la situation des Arméniens. La situation des Arméniens s'est donc considérablement dégradée au cours du début du XIXe siècle, les promesses n'ayant pas été tenues, la situation dans les provinces s'altérant par la prévarication de l'administration ottomane. D'autre part, les Arméniens vont réagir à l'extérieur en formant des partis révolutionnaires, parti révolutionnaire d'Ashnak, parti révolutionnaire Enchak, qui vont être un argument pour le sultan ottoman après 1878, le sultan Abdulhamid II, pour persécuter les Arméniens. Or, de 1894 à 1896, va survenir une période de massacre de 200 000 au moins, on parle même de 300 000 Arméniens vont être assassinés de façon systématique par ordre du sultan et les massacres vont commencer à heure fixe, s'arrêter à heure fixe. On sent bien que ces massacres sont organisés. Il s'agit en fait, par ces massacres, non pas de détruire les Arméniens, on n'est pas en présence encore d'un processus génocidaire, quoi qu'il y ressemble déjà, mais de forcer les Arméniens à revenir dans le cadre de l'Empire ottoman et de ne pas chercher l'appui des puissances, et puis surtout de tester les réactions des puissances. Or, les puissances ne font pas grand-chose et la situation ne va pas cesser de s'aggraver jusqu'au début du XXe siècle. Or, au début du XXe siècle, et c'est là que des choses changent complètement et que l'on passe véritablement de l'Empire ottoman où les Arméniens n'étaient que des citoyens de second ordre, certes, mais étaient considérés comme des citoyens faisant partie de l'Empire, à une volonté de transformation des relations entre les chrétiens, les juifs et les Arméniens et les musulmans. Car en 1908 va être créé un parti politique, le Comité Union et Progrès, que l'on appellera communément les jeunes Turcs parce qu'ils apparaissent modernes et révolutionnaires, parti politique qui se fonde, qui est créé dans deux endroits différents, d'abord à Constantinople, ou plutôt à Salonique, où il réunit non seulement des Turcs de l'Empire, mais aussi des Turcs émigrés de Russie en particulier, où ils sont persécutés par les Russes, et d'autre part, à l'extérieur, en particulier à Paris, où un comité jeune turc est en relation avec des intellectuels français dépendant justement de Pierre Lafitte et qui s'inspirent
de thèses beaucoup plus complètement athées, qui vont inspirer en quelque sorte le darwinisme social qui va se développer ultérieurement. Donc, ces tests positivistes vont faire que le Comité Union et Progrès, au départ, n'est pas un parti religieux. Et il semble même collaborer, surtout à Paris, avec les mouvements révolutionnaires arméniens qui sont opposés à l'Empire. Donc, de 1908, dans cette période du début du siècle jusqu'en 1908, va se structurer la pensée véritablement d'un nationalisme turc. Car c'est le nationalisme turc qui va être responsable du génocide des Arméniens. Ce nationalisme turc s'exprime sous de deux manières différentes. D'abord sous la forme d'un ottomanisme qui paraît généreux, qui expliquerait que tous les citoyens de l'Empire ottoman sont égaux, ont des droits, ont les mêmes droits, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Mais aussi sous la forme d'un nationalisme beaucoup plus dur. Et c'est là qu'est le problème qui va conduire à la destruction des Arméniens. Ce nationalisme plus dur, même si ce parti Union et Progrès est un parti fondamentalement athée, repose effectivement sur les musulmans. Car on ne peut pas imaginer une Turquie qui ne repose pas sur les musulmans, qui constituent l'essentiel de la population de l'Empire, en tout cas près des 2/3 de la population de l'Empire, et qui sont déjà travaillés par les comités jeunes turcs qui ont essaimé dans les provinces et persuadé la population qu'il y a une menace avec les puissances européennes et avec les chrétiens. Donc, les Arméniens vont se trouver dans une position très ambiguë, puisqu'ils constatent que les jeunes Turcs vont être contraints de durcir leur position et donc de se reposer sur une base uniquement musulmane, alors qu'ils sont un parti athée, et que eux, chrétiens, vont devoir soit être convertis, mais ils ne le veulent pas, et même s'ils le faisaient, ils seraient douteux aux yeux de la majorité musulmane, soit demeurer, mais ils se risquent d'être exterminés, soit partir. Donc c'est un peu déjà une logique au début du XXe siècle de la valise et le cercueil qui s'installe. Le parti Union et Progrès va en Macédoine combattre pour l'indépendance de la région et faire un coup d'État qui va renverser non pas le sultan, mais l'autoritarisme du sultan et rétablir une constitution qui avait été proposée dès 1878. Ce coup d'État de 1908 va amener non pas directement le Parti Union et Progrès au pouvoir, mais il va le permettre de s'intégrer dans un processus démocratique avec des élections qui amènent des députés de tous les partis. Donc il y a pendant quelques temps, un temps très bref, qui va se raccourcir de plus en plus, une illusion d'ottomanisme, mais progressivement le parti va se durcir et adopter un nationalisme de plus en plus dur. Il va se durcir parce qu'il espérait sauver l'Empire ottoman de son déclin, de sa destruction, en parvenant au pouvoir. Or, tout ce qu'il voulait obtenir s'est effondré. Au cours du XIXe siècle, les nations des Balkans se sont progressivement offert une indépendance. Donc, c'est un nationalisme de petits pays comme la Serbie, comme la Grèce, comme la Roumanie, comme déjà la Bulgarie, qui obtiennent soit leur indépendance, soit pour la Bulgarie, espèrent l'obtenir. Donc, ces mouvements qui se produisent au cours du XIXe siècle vont amener des migrations importantes de musulmans à l'intérieur de ce qui reste de l'Empire, surtout de sa partie asiatique, et d'autre part, des musulmans venus de Russie où ils sont persécutés vont également émigrer à l'intérieur de l'Empire. On les appelle les Mohajirs, ce sont des migrants en fait, et il va bien falloir les réinstaller. Par ailleurs, l'Empire a perdu progressivement au cours du XIXe siècle toutes ses possessions, à l'exception de la Tripolitaine,
et ses possessions en Afrique, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. C'est donc un empire rétréci que vont trouver les révolutionnaires turcs qui prennent le pouvoir en 1908, les révolutionnaires ottomans, plutôt on devrait dire, qui prennent le pouvoir en 1908. Et les espoirs de préservation du reste de l'empire vont être vite déçus. L'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie déclare son indépendance, l'île de Chypre se rattache à la Grèce, et en Tripolitaine, dernière possession africaine, les Italiens vont occuper la Tripolitaine et obtenir leur attachement donc de la Tripolitaine comme colonie italienne. Donc on est à la fin de 1911 et survient alors le coup de grâce, si je puis dire, c'est-à-dire les guerres des Balkans. En 1912 et en 1913, des pays qui pourtant ne sont pas vraiment alliés, la Serbie, le Monténégro, la Grèce, la Bulgarie, déclarent la guerre à l'Empire ottoman et arrivent aux portes de Constantinople. C'est donc une menace considérable, l'Empire est menacé de disparaître. Il réagit, on obtient un traité et puis entre la période de cet accord et l'année 1913, va éclater un coup d'État. Les jeunes Turcs, en janvier 1913, vont prendre le pouvoir définitivement. Le ministre de la guerre, Enver Pacha, soutenu par le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, va assassiner l'ancien ministre de la guerre et les jeunes Turcs vont prendre définitivement le pouvoir. Donc à partir de janvier 1913, tout ce qui se passe dans l'Empire ottoman jusqu'à la fin de 1918 est sous le contrôle du Comité Union et Progrès, le gouvernement ottoman, qu'on appelle encore la Sublime Porte, et le Comité Union et Progrès, sous la dépendance de son organe central, le Comité central du Comité Union et Progrès, qui regroupe une dizaine de personnes à peu près. Or, à partir de 1913, les jeunes Turcs, qui sont donc au pouvoir, vont voir encore la situation s'aggraver. Parce que même s'ils ont fait la paix après la deuxième guerre des Balkans, qui voit l'effondrement de la Bulgarie avec les autres puissances des Balkans, leurs relations se tendent de plus en plus avec les puissances européennes et en particulier avec la Russie, qui obtient en février 1914, donc avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, un accord qui donne aux Arméniens qui assure aux Arméniens que l'on tiendra toutes les promesses que l'on avait données en 1878. Et donc, pour les jeunes Turcs, c'est vraiment un coup de massue. Ils sont de plus en plus déchaînés contre les Arméniens. Survient très rapidement la Première Guerre mondiale. En août 1914, l'Empire ottoman ne se rejoint pas tout de suite le conflit, puisque les dirigeants jeunes turcs vont hésiter à un certain moment entre l'Europe, l'entente, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et la Russie, et les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Dès l'éclatement de la guerre, l'Empire procède à une mobilisation générale et dès ce moment, les chrétiens et les juifs, qui sont des soldats ottomans, vont être mis à part et progressivement d'ailleurs, ils seront utilisés comme des bataillons de travail servant soit à des transports, soit à des travaux de voirie. Cette période entre août 1914 et novembre 1914 est occupée par l'Allemagne pour pousser les Ottomans à la guerre, pour qu'ils les rejoignent. Or, effectivement, le 1er novembre 1914, l'Empire ottoman entre dans le conflit mondial aux côtés de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. C'est donc dans ce conflit que va se dérouler le génocide des Arméniens, car la situation est véritablement tragique pour les Arméniens qui
on voit déjà leur population de jeunes hommes séparés de leur famille puisqu'ils sont dans les bataillons arméniens et qui se voient menacés parce que leur position est inquiétante. Ils sont présentés toujours dans la politique des jeunes Turcs comme des alliés de la Turquie, comme des alliés, de la Russie. Et les jeunes Turcs vont se trouver, dès novembre 14, confrontés à des échecs successifs. Ils n'ont connu depuis 1908 que des échecs. Échecs successifs, d'abord dans un conflit où le ministre de la guerre va emmener la 3e armée ottomane dans la région du Caucase, du Sud-Caucase, ou à Kars, près de Kars, à Sarikamish, le 21 janvier 1915. La 3e armée ottomane est défaite, non pas tant parce qu'elle était battue par les Russes, mais parce qu'elle n'avait pas su employer les moyens logistiques et qu'elle est détruite par le froid, la neige, les catastrophes sanitaires qui s'entraînent. Donc ce reflux de la 3e armée ottomane survivante, on va la mettre sur le dos des Arméniens. D'autre part, les Ottomans, les jeunes Turcs veulent occuper l'Égypte et passer par le canal de Suez. Ils n'y parviennent pas en février 1915. En mars 1915, une flotte anglo-française essaye de pénétrer dans les Dardanelles et d'arriver à Constantinople. Elle n'y parvient pas, mais la menace est véritablement angoissante pour le gouvernement jeune turc qui pense déjà à se replier vers l'Asie. Donc, à la fin de mars 1915, les jeunes Turcs raisonnent de la manière suivante. Il y a un avenir pour le nationalisme turc qui passait par l'expansion de l'Empire ottoman vers l'Asie. Vers l'Asie, d'abord vers les pays du sud du Caucase, et en particulier l'Azerbaïdjan, qui leur permettrait donc d'établir non plus un turquisme, mais un panturquisme. Certains même avaient rêvé de conquérir tous les musulmans d'Asie dans un pantouranisme. Donc ce rêve se trouve effondré et la principale menace se trouve directement à l'est de l'Anatolie, où les Arméniens sont quand même la plupart du temps majoritaires dans les 6 provinces qu'on appelle les provinces arméniennes. Donc, ils raisonnent de la manière suivante. Si ils perdent la guerre, si les Arméniens non seulement forment un État en relation avec la Russie, mais peuvent pénétrer, même se développer à leurs dépens, ils vont disparaître. La Turquie, l'espoir du turquisme, l'espoir du nationalisme turc sera détruit. Donc, ils décident qu'il faut déporter les Arméniens. Ça, c'est la première étape. Mais dans l'urgence qui se produit à la fin de mars 1915, le comité central du comité Union et Progrès, 10 personnes, vont se réunir et discuter en 1 ou 2 séances, on n'a pas les détails de ces conférences, du sort réservé aux Arméniens. Tous sont d'accord pour les déporter, mais une majorité va se dessiner pour ordonner la destruction totale de tous les Arméniens. Et c'est là donc la première pensée d'un génocide, d'une destruction programmée d'une communauté à l'intérieur d'un empire comme l'Empire ottoman. Cette décision est donc prise à la fin mars. Et c'est pourquoi, le 24 avril et 25 avril 1915, on inaugure ce qui deviendra le génocide des Arméniens par l'arrestation des dirigeants de la communauté arménienne à Constantinople. C'est-à-dire, on l'inaugure, la destruction d'un groupe, en décapitant les personnalités les plus importantes. Donc, la décision est prise, mais qui va s'en occuper? Et c'est là que les jeunes Turcs ont conçu un programme diabolique. Ils disposent d'une organisation qui s'appelle l'organisation spéciale.
le Teşkilat Massouse. Cette organisation spéciale a son centre à Constantinople et un autre centre, une annexe à Erzurum, en plein dans les provinces arméniennes. Erzurum, elle est dirigée d'ailleurs par Behaddin Shakir, qui va être en relation donc avec le centre de Constantinople et qui sera présent d'ailleurs dans la discussion de fin mars 1915 à laquelle il a été convié. Qui va s'occuper de la destruction? Tout est programmé de façon méticuleuse par des relations qui vont être faites de deux manières entre Constantinople et Erzurum. D'une part, des ordres officiels vont être transmis qui seront des ordres de déportation assurant la protection des biens, des personnes, etc. Mais d'autre part, vont être envoyés par des télégrammes chiffrés, que l'on a perdu d'ailleurs récemment par un historien turc, Taner Akçam, a déchiffré, ordonnant la destruction totale des communautés arméniennes. Donc, ce sont ces télégrammes chiffrés qui vont valoir auprès de l'organisation spéciale qu'on appelle le Teşkilat Massouse et qui est formée de plusieurs personnalités. Ce sont d'abord des secrétaires responsables qui vont avoir toutes les possibilités, tous les droits pour transmettre des ordres à toutes les structures administratives, policières ou militaires de l'Empire. Et d'autre part, derrière, on a formé depuis 1914 un groupe, les Tchétés, qui sont des tueurs, on les appellera les bataillons bouchers, qui ont été recrutés dans des prisonniers libérés des prisons et entraînés par le ministère de la Guerre. Donc, intervention déjà dans ce système du ministère de la Justice, libérant des prisonniers, et du ministère de la Guerre. Les responsables, donc, les secrétaires responsables, vont programmer soigneusement, avec beaucoup de précision, la destruction des Arméniens. Or, l'argument invoqué est que la population arménienne sur les zones de guerre doit être déplacée pour qu'elle ne collabore pas avec l'ennemi, parce qu'on sait que les Arméniens sont amis des Russes, mais d'autre part, pour qu'elle soit protégée, donc argument tout à fait humanitaire. Et cette organisation spéciale va être transférée d'une organisation militaire qu'elle était auparavant depuis 1911, uniquement à une organisation dépendant du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la consacrer uniquement à la destruction des Arméniens. Donc, inaugurée par l'arrestation des dirigeants de la communauté arménienne à Constantinople, le génocide va se développer en deux périodes, de 1915 à 1916. On peut passer à la carte On peut passer à la carte, s'il vous plaît. Voilà, la deuxième carte sur le programme du génocide, qui montre les lieux du génocide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quand vous voyez cette carte, vous comprendrez assez rapidement comment on a procédé. Logiquement, toute cette partie orientale de l'Empire ottoman, qui est autour d'Erzurum, de Van, de Mouche, de Bitlis, est la zone de conflit. Donc, logiquement, c'est là que l'on devrait évacuer en priorité les personnes et les déporter, soi-disant pour les protéger, en tout cas pour les écarter du conflit. Or, paradoxalement, la destruction qui va commencer à partir de mai 1915 jusqu'à août 1915 dans les 6 provinces arméniennes et la province de Trébizonde va être à l'envers, c'est-à-dire que dans les régions de zones de guerre, on va massacrer la totalité de la population. Quasiment la totalité, il n'y aura pratiquement pas de déportation. Voilà par exemple le vilayet de Van, au sud du lac de Van, où la population arménienne va être heureusement préservée après une révolte arménienne à Van qui évitait l'extermination qui avait déjà commencé.
va être préservé de la destruction par l'entrée de l'armée russe, qui va permettre de protéger la population qui s'est réfugiée là. Une grande partie avait déjà été exterminée et qu'elle va pouvoir repartir vers l'Empire russe, vers Yerevan, avec l'évacuation de l'armée russe en juillet. Mais l'armée ottomane va contre-attaquer et progresser, arriver dans le vilayet de Bitlis, et la totalité pratiquement des Arméniens du vilayet de Bitlis, en particulier dans la ville de Sirte, où se trouvent d'ailleurs de nombreux Chaldéens, va être exterminée. Il n'y aura pratiquement pas de déportation dans ce vilayet. Les vilayets, ce sont les provinces. De même, la région de Mouche. Au contraire, dans le vilayet d'Erzurum, si la partie orientale se trouve proche du conflit et qu'une partie a été de la zone de guerre a pu aller vers l'Empire russe, le reste de la population arménienne va être déportée. Cette déportation, et là maintenant je vais expliquer comment se passe la déportation théoriquement. La déportation commence par une arrestation, enfin la destruction des communautés, commence par une arrestation des notables. Ils sont torturés, on cherche à leur avouer à faire avouer des caches d'armes ou des projets de complot. Il n'en existe pas, les Arméniens sont terrifiés, ils ne vont pas faire des bêtises de ce genre. Et ensuite, ils sont en général assassinés. Puis survient l'ordre de déportation. La déportation doit se faire dans les heures ou plutôt dans les 2 jours qui suivent, et elle concerne différemment les hommes et le reste de la population. Les hommes adultes qui restent, car les jeunes gens qui ont été dans l'armée sont déjà morts, assassinés ou bien vont l'être, les hommes adultes qui restent sont séparés du reste de leur famille, ils sont souvent encordés, attachés et massacrés dans des charniers auprès des villes où ils demeurent. Donc ce sont simplement des convois d'environ 1000 personnes, de femmes, d'enfants, de vieillards, qui vont entamer le long chemin de la déportation. Cette déportation ne se produit pas toujours de la même manière. Par exemple, dans le vilayet de Trébizonde, qui est un vilayet surtout grec, vilayet c'est la province, je répète, surtout grec, mais où il y a une population arménienne importante. Vous voyez la flèche, une partie des personnes vont être noyées dans la mer Noire. Des bateaux vont les emmener et les noyer, comme dans les noyades de Nantes, vous voyez, au cours de la Révolution française. Et donc, en particulier, de nombreux enfants vont être assassinés de la même manière. Les autres vont être envoyés par convoi jusqu'à Erzincan, où se retrouveront les convois qui viennent d'Erzurum, Erzincan. Les convois d'Erzincan vont descendre le long de l'Euphrate, qui est la partie supérieure de l'Euphrate, et atteindre la région de Kemak. Kemak, c'est une sorte de gorge où se trouvent des tchétés, des bataillons bouchers, qui vont assassiner une grande partie des convois, les détruire en les jetant dans l'Euphrate qui se trouve au-dessous. D'ailleurs, plus tard, les dirigeants des autres provinces vont se plaindre de la descente de cadavres le long de l'Euphrate parce que tout se fait au grand jour, évidemment, et les cadavres sont laissés partout. Les convois descendent ensuite vers la région de Kharpout. La province de Kharpout est une province où il y aura de nombreux massacres sur place et autour de lacs, par exemple, de zones vraiment désertiques, on va retrouver des massacres, des cadavres de nombreuses populations. Néanmoins, ils vont se diriger de Kharpert vers Malatya. Et là, à partir de Malatya, se rejoignent les déportés du vilayet de Sivas. Le vilayet de Sivas va de la mer Noire jusqu'à cette région. C'est un vilayet très largement habité par les Arméniens. Et la déportation va être faite de telle manière que les déportations commencent à partir de la mer Noire, avec toujours quelques noyades, descendent sur Tokat, rejoignent Sivas. Donc les convois vont s'agrandir de plus en plus. Et à Kangal, par exemple, des bataillons de tchétés vont les attendre. À Malatya, donc, les 2 groupes de convois vont se réunir et descendre progressivement vers Alep
qui est le but final de la déportation. Reste un autre vilayet, le vilayet de Diyarbakir, où le Vali, c'est-à-dire le préfet, et le Rechid Bey, qui est un des fondateurs du comité Union et Progrès, qui est un ennemi acharné des Arméniens, et qui va massacrer non seulement les convois qui passent par là, mais la quasi-totalité des déportés de la région, qui vont théoriquement être dirigés vers Mossoul. Donc une partie des déportés, une très faible partie, va arriver à Mossoul, où là, ils vont quand même trouver protection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la déportation est une des méthodes de l'extermination. Il y a plusieurs étapes de l'extermination. On l'a vu dans les provinces orientales, Van, Bitlis, même la province d'Erzurum, la partie orientale. Il y a des massacres, on tue tout le monde. Mais ensuite, on déporte. Mais on déporte en toute sécurité, puisque l'on a éliminé d'une part les jeunes hommes qui sont dans l'armée, d'autre part les hommes adultes qui demeureraient mais qui sont assassinés. C'est donc des groupes de femmes, d'enfants et de vieillards qui vont descendre vers Alep à pied dans le froid de l'été, la nuit, et dans la chaleur de l'été le jour, à travers des montagnes, avec à peine le peu de nourriture qu'ils ont eu, qui sont assassinés régulièrement par les groupes de Tchétés, non seulement, mais aussi par la population, quand ils traversent des villes, par les Kurdes, par les populations kurdes, qui vont être organisées, si je puis dire, et menées pour piller par les jeunes Turcs. Donc tout cela est préparé. Et cette déportation est non seulement l'une des méthodes de l'extermination, mais elle est aussi l'une des méthodes de violence qui apparaissent singulièrement dans ces génocides, c'est-à-dire les violences faites aux femmes et aux enfants. De nombreuses femmes vont être assassinées, d'autres vont être violées, tuées après ou enlevées. De même, des enfants vont être enlevés. Des femmes désespérées vont confier des bébés à des familles turques quand elles traversent les villes. Donc, on considère qu'une partie importante, on en reparlera après, de la population arménienne va pouvoir être sauvée, mais sauvée relativement par l'envoi de femmes et d'enfants dans des foyers turcs où ils seront islamisés. C'est ce que l'on appelle le génocide blanc. C'est une partie assez difficile à chiffrer, mais qui comporte certainement plus de 100 000 personnes, qui va se trouver intégrée pour des générations dans la population turque. Donc, à Alep, au mois d'août 1915, arrivent les rares survivants des convois. Il y avait environ 1 million d'Arméniens dans les 6 provinces orientales et celle de Trébizonde. Ils sont à peine 100 000 à avoir survécu. C'est alors que commence la deuxième phase de la déportation. Deuxième phase de la déportation orientale, du reste de la partie occidentale, de l'Anatolie, et du reste d'ailleurs de la petite partie de Thrace orientale qui reste aux mains des jeunes Turcs. Donc cette déportation va se faire différemment. Dans certains endroits, comme Yozgat par exemple, au centre de l'Anatolie, ce sont des massacres. La quasi-totalité de la population est massacrée. Dans d'autres endroits, la déportation, c'est une première dans l'histoire des génocides, va se faire par chemin de fer. Par le chemin de fer, le grand chemin de fer qui doit mener de Berlin à Bagdad et qui est à peu près construit complètement. Donc les différents convois vont rejoindre les gares et être transportés. Cependant, au tunnel il y a des régions de montagne où les tunnels ne sont pas percés, comme à Bozanti. Là, il y aura des camps de concentration et les gens vont revenir ultérieurement, traverser et reprendre après leur voie de déportation après le passage des tunnels, après le passage de la montagne. La dernière partie de la déportation se fait dans la Cilicie, autour d'Alexandrette et toute cette région autour d'Adana, où d'ailleurs avait été organisé en 1909 un massacre des Arméniens qui servait d'ailleurs d'avertissement sur le sort futur des Arméniens. Donc, à la fin de 1915,
vers le mois de décembre, la totalité des Arméniens de l'Empire ottoman est concentrée, les survivants du moins, autour d'Alep, environ 700 000 personnes. Il reste effectivement quelques foyers où quelques dirigeants, quelques hommes politiques n'ont pas voulu accepter la déportation des Arméniens, des maires ou des préfets, et aussi à Smyrne, où la population grecque majoritaire n'a pas permis la déportation des Arméniens, tout simplement parce que la Grèce n'étant pas encore entrée en guerre contre l'Empire ottoman, les jeunes Turcs préféraient, et les Allemands d'ailleurs qui étaient associés là, préféraient ne pas les déporter. Donc, fin 1915, restent concentrées 700 000 personnes autour d'Alep. Que va-t-il leur arriver? Eh bien, la décision est faite, est prise, il faut se débarrasser de la totalité des Arméniens. Donc, il en avait déjà organisé dès le mois de mars une structure d'organisation donc de la déportation des déportés, des déportés et des migrants, et une sous-direction des déportés et des migrants qui va être installée autour d'Alep justement pour organiser la dernière phase de la destruction des Arméniens. Or, cette dernière phase, c'est tout simplement la volonté par les Arméniens, par les jeunes Turcs, d'en finir complètement avec les Arméniens. Les déportés vont être progressivement, à partir du début de 1916, déportés selon 3 voies. L'une, le long du chemin de fer, où ils vont aller à pied bien entendu, jusqu'à Rasulaïn, où un petit groupe de déportés là va être tué en mars 1916. Une deuxième voie va descendre dans la zone contrôlée par Djemal Pacha, qui est donc le chef de la 4e armée, et qui, lui, va s'intéresser surtout à la destruction des Arabes, préfère garder éventuellement une partie des Arméniens comme base de négociation s'il est amené à négocier seul avec l'entente. Donc, ce groupe d'environ 200 000 personnes, 300 000 au maximum, va être plutôt, non même pas de 200 000 personnes, va être préservé plus ou moins dans des camps de concentration ou même descendre plus loin jusqu'à Jérusalem ou à Tripoli. Mais la troisième voie, c'est véritablement la voie finale de l'extermination. Elle va suivre la ligne de l'Euphrate, du fleuve Euphrate, où à partir à une centaine de kilomètres d'Alep, les déportés vont être conduits pendant des mois jusqu'en septembre, novembre, jusqu'à Rasulaïn. Rasulaïn qui va être la zone finale de la déportation. Mais pendant toute cette période, il n'y aura pas véritablement de camps de concentration, il y aura simplement quelques tentes réservées, regroupées, les gens n'étant pas nourris, qui sont de véritables mouroirs. Donc on peut appeler cela des camps de concentration, mais ils vont être déplacés régulièrement pour mourir de plus en plus vers Rasulaïn et surtout empêcher leur retour vers Alep, où ils pourraient se protéger. Donc, à la fin de 1916, il ne restera plus d'Arméniens puisque la dernière destruction des Arméniens qui étaient réfugiés depuis septembre à Rasulaïn sera organisée en remontant le long du fleuve Kabour, qui est un affluent de l'Euphrate, et où des zones d'extermination vont être organisées, ou vers l'intérieur des déserts de Mésopotamie. Donc, à la fin de 1916, le génocide des Arméniens est achevé. Or, en 1917, Talat Pacha, qui est vraiment le grand ordonnateur comme ministre de l'Intérieur du génocide des Arméniens, devient Premier ministre. Il fait une déclaration qui sera à la base du négationnisme qui s'est installé et qui demeure encore aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Les Arméniens étaient un peuple ami, on les aimait, ils se sont révoltés, on a dû les déporter. Il y a peut-être eu quelques massacres
peut-être eu quelques violences, plus exactement, mais jamais, jamais on n'a songé à les détruire. Telle sera la voie qui sera utilisée régulièrement dans le négationnisme, dans la négation du génocide des Arméniens, et que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, lorsque, après la reconnaissance du génocide des Arméniens hier par le président américain, Joe Biden, le président turc Erdogan a expliqué qu'on n'a pas à intervenir dans l'histoire de la Turquie. Voilà donc pourquoi les Arméniens ont été assassinés. Voilà donc comment les Arméniens ont été assassinés. Mais que deviennent-ils après? Que deviennent les survivants? Eh bien, leur sort va être de pire en pire, puisque les jeunes Turcs vont perdre le pouvoir en novembre 1918. Ils vont quitter l'Empire ottoman et ils vont se répartir la plus souvent dans l'Anatolie, où un mouvement révolutionnaire dirigé par Mustafa Kemal Pacha va réorganiser toutes les troupes, retrouver véritablement tous les dirigeants qui ont assassiné les Arméniens et constituer un mouvement nationaliste qui progressivement chassera les différentes populations, les Français, les Italiens, les Grecs. Et à cette occasion d'ailleurs, au cours d'une guerre gréco-turque en 1923, les Arméniens de Smyrne vont être totalement assassinés avec les Turcs. Donc les restes de population arménienne vont disparaître ou bien être renvoyés comme déportés en Syrie. Et donc en 1923, le traité de Lausanne va annuler un traité signé en août 1920, le traité de Sèvres, qui donnait l'illusion pour les Alliés de pouvoir créer un État arménien protégé par les États-Unis sous le contrôle du président Wilson. Mais je n'ai pas le temps de détailler tout ce qui se passe de 1920 à 1923, si ce n'est que c'est la fin des espoirs arméniens, que les promesses ne vont pas être tenues, que les Arméniens vont être abandonnés, que la Société des Nations qui avait permis d'évoquer la possibilité d'un foyer national arménien, comme on avait accordé un foyer national turc, ne va pas l'accorder, que ce peuple arménien survivant va partir en déportation, survivant des déportations, va partir en exil dans des pays d'accueil et va être véritablement pendant des années frappé par la mémoire de ce génocide de telle sorte qu'ils ne réagissent pas vraiment, qu'ils n'ont pas les moyens de réagir tellement ils sont accablés, avant qu'au terme de la Deuxième Guerre mondiale naisse le mot génocide, naisse sous l'identité même, sous le génie, on peut dire, de Raphaël Lemkin, ce juriste polonais qui invente un mot pour définir la destruction d'un groupe humain. Destruction d'un groupe humain. Destruction programmée d'un groupe humain, c'est cela le génocide. Après le procès du tribunal militaire international de Nuremberg où le mot génocide est programmé et prononcé, le mot génocide n'est pas accepté comme une infraction du droit pénal international. Par contre, grâce à l'énergie de Raphaël Lemkin, qui obtient que soit votée le 9 décembre 1948 une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui donc explique que ce crime est un crime spécifique du droit international, une infraction spécifique du droit international qui, dans la perception de l'époque, montre bien que ce sont les Juifs qui ont été victimes de ce génocide. Mais les Arméniens se réveillent progressivement. Eux aussi ont été victimes d'un génocide. Ils ont été victimes d'un génocide et ils ne connaissaient pas le mot. Ils n'avaient pas les moyens de se réunir et progressivement, ça va mettre 20 ans, alors qu'une partie des Arméniens survivants sont encore regroupés dans l'Arménie soviétique où ils connaissent d'autres persécutions d'ailleurs. Ces Arméniens vont à partir de 1965 se réveiller
et demander la reconnaissance du génocide et éventuellement la restitution des territoires perdus. C'est un processus qui ne va cesser de s'amplifier et aujourd'hui, on peut dire que, en dehors de quelques pays qui refusent de reconnaître par sympathie pour la Turquie le génocide, dans les milieux universitaires du monde entier, sauf dans ces pays, le génocide des Arméniens est une évidence historique que l'on ne peut absolument pas nier. Alors, pourquoi aujourd'hui, 25 avril, pour évoquer ce génocide devant à partir du mémorial de la Shoah et à partir du mémorial de Drancy, pourquoi a-t-on comparé les génocides des Arméniens et la Shoah? Je crois que c'est une avancée très importante de la recherche historique qui nous a amenés depuis au moins 30 ans, en particulier au mémorial, à essayer de comprendre qu'il y a deux notions différentes. D'une part, un génocide, qui est un événement particulier, un événement singulier. Et il est indéniable que la Shoah est dans l'histoire un événement sans précédent. Mais il est indéniable aussi qu'il y a eu d'autres génocides. Et c'est de cette comparaison que va naître une meilleure compréhension des historiens, à la fois de tel ou tel génocide, c'est-à-dire de la Shoah ou des génocides des Arméniens. En effet, nos travaux ont véritablement été centrés sur l'approche du processus génocidaire. Et l'on remarque que pour la Shoah, comme pour le génocide des Arméniens, ce processus génocidaire se déroule avec un enchaînement des causes et des effets. C'est-à-dire qu'au départ, il y a toujours la même source, toujours la même idéologie, le racisme. Ce racisme est différent selon les situations historiques. Pour la Shoah, on assiste à un racisme absolument délirant que l'on peut appeler un antisémitisme rédempteur qui montre que Allemands et Juifs ne peuvent pas vivre ensemble. On est dans le délire raciste pur. Pour les Arméniens, on est dans un contexte différent au départ. Il y a un nationalisme turc qui se veut conquérant, qui veut que la Turquie soit uniquement habitée par des Turcs. Et comme ces Turcs ne peuvent être que musulmans d'après l'analyse que j'ai faite, il y a eu donc cette décision au cours des différentes étapes du phénomène historique. Mais si la première étape est le racisme, la seconde étape est la culture du ressentiment, c'est-à-dire que ce sont des peuples blessés, allemands par la fin de la Première Guerre mondiale, turcs par les échecs successifs, qui vont développer justement ces idéologies génocidaires. Et quand ils prennent le pouvoir, quand ils ont la possibilité d'édifier un État totalitaire, troisième étape pour les nazis bien entendu, et pour les jeunes Turcs également, on est déjà à la veille d'une décision génocidaire. On peut encore faire quelque chose, mais il sera vite trop tard, car lorsque la guerre va survenir, lorsque les frontières vont être fermées, lorsque le groupe victime va être isolé, sans moyen de défense, et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Donc c'est parce que l'on a ignoré les étapes premières du processus génocidaire, parce qu'on n'a pas protesté assez dès le début, parce qu'il y avait des notions racistes, des haines qui s'installaient, que cette haine va se transformer progressivement chez les futurs assassins en peur, ce qui est absolument paradoxal, mais qui est réel, et que le processus va s'installer et que l'on arrivera jusqu'à l'extrémité qui est le génocide. Il ne faut pas croire que l'histoire du XXe siècle va s'arrêter là. L'histoire du XXe siècle se poursuit avec le génocide des Tutsis perpétré contre les Tutsis du Rwanda d'avril à juillet 1994, où plus d'1 million de personnes vont disparaître dans un processus qui rappelle encore plus la Shoah d'ailleurs que le génocide des Arméniens. Donc, il y a une menace génocidaire, elle est permanente, elle est réelle. Nous avons établi des comparaisons centrées sur ces 3 génocides, évidemment. Il y a eu d'autres événements. On a parlé du génocide des Tutsis, des Herero et des Nama. Il y a eu la famine en Ukraine qui a apporté des millions de morts. Il y a eu
les assassinats perpétrés par les Khmers rouges, etc., etc. Il y a eu d'autres menaces qui sont génocidaires, mais qui ne sont pas complètement des génocides. Donc, on les a répertoriées. Ce sont des études qui ont été menées depuis plus de 30 ans par un groupe de chercheurs qui s'appelle Genocide Studies, constitué essentiellement d'historiens américains et israéliens. Donc, nous sommes dans cette perspective où le génocide des Arméniens s'inscrit dans un processus de recherche historique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir été assez explicite et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ternon. Je pense que ça a été très, très clair et très, très passionnant. Donc, on a déjà plusieurs questions qui nous ont été posées via Facebook et via l'onglet discussion. Alors, peut-être juste avant d'y répondre, Claire Mouradian, qui est commissaire de l'exposition avec vous et que l'on salue, souhaiterait peut-être intervenir en ce qui concerne les archives de ce génocide. Voilà, Claire, on vous laisse la parole pour préciser ce point. Vous pouvez également peut-être allumer votre... Voilà, on vous voit et on vous entend. Bonjour Claire. Bonjour Alix, bonjour Yves et merci pour ces rappels effectivement à la fois clairs et à chaque fois, bon, je connais mais en même temps à chaque fois qui restent toujours assez triste et tragique à écouter. Non, je voulais juste te remercier, dire que voilà, cette exposition mémoriale de Drancy qui a repris celle que nous avions déjà faite en 2015 avec toi et avec Raymond Kevorkian. Nous avons un peu transformé, un peu rénové, rajouté des parties notamment sur le négationnisme et puis sur la partie diaspora. Donc, pourra, dès qu'elle sera ouverte, permettre de revoir, de voir des images et de voir des cartes et de voir un certain nombre d'éléments autour de tout ce que tu viens de dire. Non, je voulais juste dire, parce que hier, nous avions faire un Insta Live avec André Manoukian sur l'occasion de la future inauguration de ce, j'espère en réel, de cette exposition, mais aussi bien sûr de la journée du 24 avril, parler de la collecte d'archives faite par le mémorial qui s'inscrit dans ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire la volonté de continuer le travail d'histoire et de comparer les différents génocides. Et donc, outre bien sûr le fonds principal d'archives du mémorial qui est consacré à la Shoah, il y a aussi d'autres archives qui commencent à être collectées relatives au génocide des Tutsis, du Rwanda et d'autres. Et donc, Jackie Fredge m'avait demandé d'aider à collecter des archives en Arménie relatives au génocide des Arméniens. Donc, on a fait plusieurs missions, signé une convention. Alors, il y avait déjà une convention avec le musée du génocide de Yerevan, mais là, signé une convention avec les archives nationales d'Arménie pour procéder à cette sélection, collecte. Alors, bien sûr, ce sont des copies scannées, numérisées de ces archives. Et donc, j'ai été chargée un petit peu à la fois d'aider à la sélection, de soit traduire les en-têtes. Et puis, il y a une forme d'échange aussi, puisque le mémorial, de son côté, a transmis aux archives nationales d'Arménie des documents relatifs à la fois aux Arméniens, mais aussi au processus génocidaire que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire des documents plus généraux, plus généralistes, qui peuvent servir aussi à la formation là-bas. Et d'ailleurs, dès que ce sera possible, il y aura on espère, des programmes de formation conjointe. Et alors, s'agissant des archives plus spécifiques sur les Arméniens, on a orienté la collecte avec les conservateurs, bien sûr, les archivistes là-bas, d'une part, en essayant de retracer tout le processus génocidaire que tu as très bien évoqué, c'est-à-dire depuis les massacres de masse de 1894-95, ceux d'Adana, éventuellement aussi ce qui s'est passé en Russie, à Bakou, les pogroms de 1905-7, bien sûr le génocide des Arméniens sous ses différentes formes, les témoignages de rescapés, d'observateurs, les opérations aussi par la suite ou de résistance ou de sauvetage, et puis l'après, les recueils de témoignages, le sort des orphelins, et donc ça couvre à peu près de 1894 à 1923-24. On a aussi essayé de trouver des documents, et il y en a bien sûr relatifs aux autres groupes victimes en Anatolie, c'est-à-dire les Grecs,
Grecs, que tu as évoqué tout à l'heure, les Grecs pontiques notamment, les Yézidis, les Assyro-Chaldéens, dans lesquels il y a des échos. Et puis par ailleurs, aussi dans l'autre sens, aussi des documents relatifs aux Juifs. Alors soit des Juifs qui ont été chassés de la zone de résidence ou qui ont quitté la zone de résidence de l'Empire tsariste vers les territoires du Sud-Caucase, de la Transcaucasie, comme on disait à l'époque, soit au moment de la Shoah. On a trouvé des documents, par exemple, en Arménie, relatifs aux Juifs des zones sous la menace évacués vers l'Arménie, avec des listes d'évacués dans différents convois de trains. Donc, pour essayer de faire là aussi, aider les historiens à faire des travaux en commun et des travaux aussi ce que tu évoquais, dont tu évoquais l'importance dans la comparaison pour à la fois dégager les singularités de chacun des événements et puis retrouver les processus, les mécanismes qui ne changent pas, enfin, qui sont similaires. Donc voilà, je voulais juste rappeler cela. Donc, je suis en train de traduire les en-têtes. Il y a plusieurs centaines de pages, à peu près plus de 2000 pages à traduire des en-têtes pour que ces documents qui sont, alors principalement en arménien, mais aussi en russe ou parfois en français, et des photographies, etc., puissent servir aux chercheurs d'ici. Alors, ce n'est pas l'ensemble des archives publiées existant en Arménie, évidemment, on ne va pas transférer toutes les archives nationales, mais ça sera quand même c'est un lot important qui permettra aux chercheurs de travailler aussi d'ici. Et puis, avec la collecte des autres archives sur les autres génocides, le mémorial essaiera va devenir, je pense, aussi un centre de ressources, en plus d'être ce qu'il est déjà, c'est-à-dire un musée, un lieu de souvenir, un lieu de formation, et donc avec un centre d'archives que dirige Karen Tayeb, important en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Et je me retire et laisse poser les questions. Laisse poser les questions à l'assistance. Au revoir Claire et merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup Claire. Vous avez également fait une visite virtuelle de l'exposition temporaire avec Caroline François, qui est coordinatrice de l'exposition, que l'on retrouve sur les réseaux du mémorial, voilà, pour les personnes qui souhaiteraient prolonger un petit peu cette conférence. Alors, on a plusieurs questions qui nous ont été posées aussi bien sur Facebook que sur l'onglet questions-réponses. Donc, je les ai notées, on va y répondre dans l'ordre. Donc, plusieurs personnes qui s'étonnent. Yves Ternon, finalement, face au nombre de preuves, à l'évidence, pourquoi, demande-t-il, l'État turc continue de nier le génocide des Arméniens? Alors la réponse est très claire. La Turquie refuse de reconnaître le génocide des Arméniens, et tant qu'elle sera une Turquie nationaliste, elle refusera de le faire contre l'évidence la plus totale. Elle refuse d'abord parce qu'elle s'est fait une certaine image du Turc. Le Turc ne peut être que bon, généreux, courageux, et jamais il ne commettrait un crime de cette nature. Deuxième preuve, le génocide des Arméniens est l'élément fondateur de la nation turque. La République de Turquie est fondée sur le génocide des Arméniens. En détruisant les Arméniens des provinces orientales, en détruisant les Arméniens et les chrétiens de l'ensemble de la Turquie de manière différente, génocide, expulsion ou déportation. Ils ont assuré au nationalisme turc la base de ses fondements. La plupart des responsables du génocide des Arméniens n'ont pas été jugés. Je n'ai pas parlé du procès de Constantinople, qui n'a jugé que quelques personnes in absentia. La plupart des responsables ont formé les piliers de la nation turque, de la République de Turquie. C'est à partir, Mustafa Kemal n'a pas procédé lui-même, n'a pas participé lui-même au génocide, mais les principaux responsables, des ministres et même plus tard des présidents de la République de Turquie ont été des secrétaires responsables du génocide. Donc, c'est là une preuve indiscutable que s'ils reconnaissent le génocide des Arméniens, il faut qu'ils reconnaissent ce passé monstrueux de l'histoire turque où non seulement un groupe nationaliste a détruit les Arméniens, mais un mensonge s'est perpétué pendant maintenant plus d'un siècle.
Troisième élément, économique bien entendu, c'est que j'ai parlé de meurtre, j'ai parlé d'assassinat, j'ai parlé de disparition, je n'ai pas parlé de vol. Les Arméniens possédaient des biens, comme tout le monde, mais parfois des biens très importants. Ils avaient des biens ecclésiastiques, des biens immobiliers, des biens mobiliers, des fonds différents. Tout a disparu. Ils sont partis nus, ceux qui ont survécu. Donc, il faudrait quand même, si l'on reconnaît le génocide des Arméniens, envisager un certain dédommagement, même un siècle après, des victimes, et d'abord déjà la restitution des biens ecclésiastiques. Donc, les Turcs savent très bien que dans les situations économiques tragiques où ils se trouvent actuellement, ils ne peuvent qu'exalter le nationalisme turc, cracher sur ces maudits Arméniens qui non seulement ont été assassinés, mais continuent de réclamer des justices, et contre toute évidence, contre les preuves les plus indiscutables qui ne cessent d'être accumulées, comme Claire le rappelle, nous n'avons que des archives nouvelles. Des recherches sur le génocide, ça ne demande pas 10 ans, ça demande des siècles parfois. Et on le voit aussi pour la Shoah. Donc, pour comprendre un génocide, il faut accumuler des documentations. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus évidentes. Et quand on voit que la réponse à Joe Biden, Erdogan répond qu'on ne s'occupe pas de l'histoire des Turcs, que c'est aux Turcs de s'occuper de leur propre histoire, on est dans l'absurdité la plus totale. Le regretté Marc Ferro a écrit un jour un livre sur la manière dont l'histoire est enseignée en Iran aux enfants. Il est évident que l'on peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, c'est ce que l'on appelle une anamorphose, reconstituer une histoire imaginaire. Mais la vérité historique, il faut bien qu'elle éclate un jour, elle ne s'effacera jamais. Donc, il n'y a pas de possibilité actuelle d'imaginer que la Turquie puisse reconnaître le génocide des Arméniens, puisqu'elle est née de ce génocide. Merci beaucoup. Pour rebondir sur cette question, une dame demande si actuellement il y a des historiens, des chercheurs en Turquie qui étudient le génocide des Arméniens et qui tentent de l'enseigner en Turquie. Alors, c'est là le gros problème, si vous voulez. Quand nous avons fait un groupe de recherche sur le génocide des Arméniens à l'occasion du centenaire en 2015, nous avons réuni un colloque international pour l'étude de ce génocide à Paris, et sont venus un certain nombre d'historiens turcs. Ce sont des gens courageux qui reconnaissent évidemment le génocide, qui risquent quand même la prison, et même plus peut-être dans leur pays. Donc, ils sont venus à leurs risques et périls. D'autres historiens, comme le plus célèbre Taner Akçam, qui vient d'écrire un livre déterminant sur les ordres de tuer, vont quitter la Turquie et exercer dans d'autres pays, en particulier pour Taner Akçam aux États-Unis. Donc, il y a des historiens turcs, de grands historiens turcs, en diaspora ou en Turquie, qui reconnaissent le génocide des Arméniens et qui demandent effectivement que la Turquie cesse cette négation. Mais il faut savoir qu'en phase 2, il y a la menace d'arrestation, la menace d'emprisonnement dans des prisons particulièrement dures, voire même de mort, comme on a vu avec quelques assassinats qui ont été perpétrés en Turquie, et que le gouvernement turc continue à enseigner à ses enfants, et bien entendu à son peuple soumis à une dictature, une histoire imaginaire de la disparition des Arméniens, et qu'on a vu à un certain moment dans les classes turques demander aux enfants de faire des rédactions sur la manière dont mentaient les Arméniens, etc., etc. Il y a même à Erzurum un centre d'études du génocide des Arméniens par les Turcs. Donc, il y a aussi une statue qui a été, un monument qui a été érigé à la frontière arméno-turque, évoquant la destruction des Arméniens par les Turcs. Donc, c'est un renversement, une négation classique, mais l'on peut tout faire, en particulier sur les réseaux sociaux, pour nier un génocide.
Donc, oui, il y a des historiens turcs, ils nous ont été très précieux parce que quand ils sont venus apporter des documents, en particulier sur la disparition des biens arméniens, il y avait des éléments dont nous ne disposions pas, étant donné que nous ne pouvons pas toujours accéder aux sources turques. Merci. Donc, pour cette question que vous abordiez, effectivement, ce renversement qu'on retrouve très fréquemment dans les génocides, le fait de faire de la victime l'agresseur. Donc, il existe en Turquie des mémoriaux à la mémoire des victimes turques assassinées par les Arméniens, soi-disant. Et une personne nous demande où trouve-t-on des mémoriaux actuellement du génocide des Arméniens? Où peut-on se recueillir? Alors, je pense qu'il y a des centaines de monuments à travers le monde, là où il y a une communauté arménienne, où chaque 24 avril particulièrement, mais à n'importe quel moment de l'année, puisque ce sont des monuments qui demeurent, sont évoqués, évidemment, est évoqué le génocide. Mais il y a surtout des centres de documentation arménienne à travers le monde, en particulier donc dans les zones d'importante diaspora arménienne, en priorité en France, bien entendu. Le centre Nubar Pacha, la bibliothèque arménienne Nubar Pacha, près du Trocadéro, dispose d'une documentation énorme. Aux États-Unis également, il y a de nombreux centres, en particulier à Boston. Il y en a aussi en Argentine, où il y a une importante communauté arménienne. Donc là où il y a une communauté arménienne, il y a des centres, il y a des activités culturelles et religieuses arméniennes. Il faut préciser que les Arméniens sont non seulement je n'ai pas eu le temps de préciser les détails, mais des monophysites distants de Rome et aussi des catholiques. Donc, tous les Arméniens dans le monde entier se recueillent. Bien entendu, en Arménie, il y a tout ce que l'on veut, en particulier le monument de Zidanakert, qui est un monument très bouleversant, évoquant dans des colonnes verticales les différentes provinces où ont été assassinés les Arméniens. Et ce qui est important aussi, c'est que toute la mémoire juive évoque le génocide des Arméniens, en particulier au mémorial de la Shoah à Paris et à Washington. Et puis, il suffit simplement de cliquer sur Internet pour rechercher. On peut dire qu'il y a des milliers d'évocations du génocide des Arméniens à travers le monde. Je signale d'ailleurs que paradoxalement, je dis paradoxalement parce qu'on se demanderait pourquoi, le premier pays qui a reconnu le génocide des Arméniens est l'Uruguay dans les années 70. Alors, la question suivante est en lien finalement avec votre prochain livre sur la destruction des communautés chrétiennes dans l'Empire ottoman. Je vous lis la question de la personne qui dit « Le nationalisme turc explique en partie le génocide des Arméniens. Cela veut-il dire que des autres peuples non turcs, exemple les Chaldéens, auraient été pris pour cible par les jeunes Turcs ?» Oui, alors, il faut bien comprendre une chose. Les Arméniens ont été victimes d'un génocide. Ce génocide visait véritablement une population qui était en quelque sorte la possibilité de la jeunesse d'une nation arménienne, donc d'un obstacle irréductible à la constitution d'une nation turque. Ça, c'est le pilier du génocide. Mais il est évident que l'impossibilité que j'ai expliquée, qu'une nation turque se construise avec différentes communautés d'autres religions, est apparue aux jeunes Turcs. Donc, ils ont décidé progressivement de se débarrasser des autres communautés. Le livre que je prépare, qui va paraître incessamment aux éditions du Cerf, concerne la période de 1914 à 1924. Pendant cette période, outre les Arméniens, bien entendu, un peu plus de 2 millions, entre 2 millions et 2 millions et demi de chrétiens ont été chassés de l'Empire ottoman, ont été assassinés. Tout a commencé en 1914, dès le mois d'avril mai 1914, par l'expulsion des Grecs de la région de la côte égéenne vers la Grèce, car la Grèce avait un État indépendant. Et cela s'est continué progressivement pendant le génocide des Arméniens, avec soit des communautés qui ont été assassinées en même temps que les Arméniens dans des régions où ils vivaient ensemble,
en particulier des communautés chaldéennes et des communautés syriaques jacobites, donc syriaques orthodoxes, ou un peu moins les communautés syriaques catholiques, mais aussi les nestoriens qui, eux, ont eu un destin un peu particulier et ont été massacrés, mais ont pu, une partie de la population, se réfugier en Perse. Il y a eu d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, des massacres en Perse, des chrétiens, aussi bien arméniens que d'autres religions, avant le génocide et après le génocide en 1918. Donc, les chrétiens sont pris dans la vague. Mais il y a une communauté qui est particulièrement atteinte, donc c'est la communauté grecque. Car il faut comprendre que le tiers au moins de la population de l'Empire ottoman était chrétien, à moitié arménien, à moitié grec et un peu les autres communautés que j'ai évoquées. Et les Grecs ont subi des agressions, si je puis dire, de manière différente, soit des expulsions, soit des déportations, soit des assassinats, soit des transferts obligatoires, etc., etc. En particulier à Smyrne, la population grecque a été assassinée, mais des déportations de Grecs ont eu lieu à l'intérieur de l'Anatolie où la plupart des gens ont disparu. Et la finale est évidemment, après le traité de Lausanne, l'échange obligatoire, je précise j'insiste sur l'adjectif obligatoire, de population entre la Grèce et la Turquie, échangeant d'un côté les musulmans de Grèce et de l'autre côté les Grecs de Turquie. Donc, ces populations ont quasiment totalement disparu. Il faut le savoir, la Turquie comptait environ 2 millions de Grecs au début du siècle. Il y en a à peine 2-3 000 aujourd'hui. Elle comptait 2 millions au moins d'Arméniens au début du siècle. Il y en a à peine 30 000 aujourd'hui à Constantinople. Quant aux différents groupes chrétiens, ils ont été progressivement exterminés ou disparus ou chassés au cours des persécutions. C'est ça que j'ai voulu essayer d'analyser à partir d'archives justement qui nous sont venues du Vatican et d'autres archives qui ont été trouvées par des chercheurs israéliens récemment. Donc, toutes ces études ne montrent qu'une chose, c'est qu'il y a eu un génocide des Arméniens, c'est-à-dire une destruction programmée, organisée, systématique du peuple arménien, et d'un autre côté, une destruction sous différentes formes qu'il faut analyser pour chaque situation, dans chaque ville, dans chaque lieu, à chaque moment, des chrétiens. Et que les Juifs, d'ailleurs, n'ont pas cessé non plus d'être persécutés par les Turcs, et que c'est une histoire qui n'est pas encore complètement écrite, mais qui, j'espère, le sera par des historiens. Merci. On a une autre personne qui demande, il dit qu'il a lu dans un livre, donc un livre de Franz Wercel, que les Arméniens auraient soutenu le mouvement Union et Progrès en 1908. Avait soutenu le mouvement Union et Progrès en 1908. Non, c'est un mythe, si vous voulez. Il se trouve qu'en 1908, à Salonique, les Arméniens se trouvaient assez proches, effectivement, des jeunes Turcs, mais dans un mouvement qui rappelait l'ottomanisme, d'opposition à l'Empire ottoman. Il y a eu, en dehors de l'Empire ottoman, mais souvent à partir de l'Empire, de façon un peu plus secrète, des sympathies entre les Arméniens et les jeunes Turcs, qui prônaient l'ottomanisme. Et c'est cette union, si vous voulez, qu'on espérait de tous les citoyens de l'Empire dans un seul groupe où musulmans, chrétiens, juifs ne seraient pas distingués par leur religion ou leurs origines, qui s'est constitué. Alors, il y a aussi un mythe autour de Salonique, autour des organisations franc-maçonniques. Il est évident que pour se réunir, ces conspirateurs jeunes turcs se réfugiaient souvent dans des loges maçonniques italiennes, et qu'on a facilement attaqué aussi bien les juifs que les francs-maçons comme responsables de tous ces massacres, etc., etc. Donc, ça demande des précisions plus complètes et pas n'importe quoi. Merci.
on a encore quelques questions à l'écrit, puis après, il y a des personnes qui souhaitent les poser directement à l'oral, donc on leur passera la parole. On a des questions qui demandent ce qu'il en a été lors du génocide des Arméniens, des réactions de l'international par rapport à ce génocide. Et notamment, c'est intéressant peut-être de parler des réactions qu'il y a eu en France à l'époque. Oui, alors, le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de parler des autres pays, des réactions. Il est évident que ce génocide s'est déroulé au vu et au su de tous, mais qu'il y a une différence entre les rares survivants qui ont pu raconter leur itinéraire de déportation et les témoins qui, de ville en ville, de passage en passage, ont pu voir ce qui se passait. Ces témoins ne sont ni des Français ni des Anglais par définition, puisqu'ils étaient chassés déjà de l'Empire ottoman par la guerre. Ce sont donc essentiellement des alliés de l'Empire ottoman, c'est-à-dire des Allemands, des Autrichiens et aussi des neutres, comme les Américains, qui, même après la déclaration de guerre des États-Unis, n'ont pas été en guerre avec l'Empire ottoman. Donc, ces témoins, qui sont à la fois des enseignants, mais surtout des témoins humanitaires, c'est-à-dire des médecins, des infirmières, et ont pu faire, et bien entendu, les différents diplomates ont vu tout ce qui s'est passé. Les Allemands, bien entendu, et les Autrichiens. Donc, ces témoins ont parlé. Donc, on a su très tôt ce qui se passait. Les premières publications, c'est le livre de Toynbee à la fin 1915. Et ensuite, il y a eu les grands rapports du livre bleu et du livre de Lepsius en Allemagne. Donc, on a su ce qui se passait. Le mot génocide n'existait pas, mais il est clairement expliqué, noté, on l'a dans les documents, que dès le mois de juin, mai-juin 1915, les diplomates allemands écrivaient au centre de Berlin, la ministre des Affaires étrangères de Berlin, qu'il y avait une extermination des Arméniens, Vernichtung. Les mots sont nets et clairs. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde savait qu'il y avait une programmation claire de destruction de la totalité des communautés arméniennes. Et donc, ça s'est répandu. Il suffit de lire la presse américaine ou canadienne qui a été retrouvée un peu de l'époque. Alors, quant aux Français, ils ne savaient pas grand-chose que ce que, justement, pouvait dire la presse, mais il y avait ce problème, c'est que l'on a, à l'époque, la presse était engagée dans un mouvement de propagande, c'est-à-dire que l'on a exagéré au départ les massacres perpétrés par les Allemands en Belgique, qui sont réels d'ailleurs, mais enfin, qui ont été exagérés. Donc il y avait une presse des pays belligérants, dans un sens comme dans l'autre, qui voulait que les militaires de l'autre groupe assassinent. Donc, il y a un livre qui est paru de René Pinon qui faisait des massacres des Arméniens de l'époque une technique allemande et une pratique turque. Donc, on avait l'impression que les Allemands étaient responsables du génocide des Arméniens, enfin de la destruction des Arméniens, ce qui n'est pas totalement faux dans la mesure où ils auraient pu arrêter qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils n'ont pas été directement complices à de rares exceptions près. Et donc, toute cette information en France, de même en Angleterre, le livre bleu anglais était plein de témoignages. Mais il faut savoir que d'un côté comme de l'autre, au cours de la guerre, il y a une propagande qui dénonce les crimes de l'adversaire, et tout ça doit être revu après à la lumière de la documentation que l'on a pu retrouver. Merci. Alors, il y a une personne qui nous a demandé des références par rapport à votre conférence. Donc, j'ai mis dans l'onglet discussion les références de certains des ouvrages que vous avez écrits, que j'ai cités au début de votre conférence. Vous avez également sur notre site internet un dossier
sur l'exposition sur le génocide des Arméniens avec des références. Et une personne a également mis, je la remercie, un dossier via Retro News, donc qui est le site internet de la Bibliothèque nationale de France, sur les coupures de presse à l'époque, les réactions sur le génocide. Donc je le relaye dans l'onglet discussion. Alors, avant de passer aux questions à l'oral, on a 2 dernières questions à l'écrit. Est-ce que les protagonistes, les artisans du génocide ont été jugés? Alors, je n'ai pas eu le temps de détailler le fameux procès de Constantinople. En 1919, les jeunes Turcs sont partis. Un gouvernement ottoman va avoir à se présenter devant la conférence de la paix pour répondre des crimes perpétrés pendant la guerre. À ce moment-là, ils vont accuser les jeunes Turcs. Donc, ils vont présenter, ce qui est juste d'ailleurs, ils vont présenter un dossier qui va essayer d'être appuyé par des procès. Un procès va être, le grand procès à Constantinople va être tenu, d'autres procès vont être tenus également à Constantinople ou dans d'autres villes, jugeant des responsables de crimes à l'encontre des Arméniens. Le problème, c'est que les principaux responsables du génocide, c'est-à-dire les dirigeants Talat Pacha, Jemal Pacha, Enver Pacha, Beaddin Shakir, etc., Saïd Halim, etc., ne vont pas être jugés en présence, ils vont être jugés in absentia. Donc on va prononcer des condamnations à mort à leur encontre, alors qu'à 2-3 exceptions près, il n'y aura pas de condamnation à mort, mais quelques punitions. Des procès vont avoir lieu aussi dans les provinces. Tout ça a été regroupé maintenant dans plusieurs publications récentes sur les procès. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que les condamnations à mort vont être en fait exécutées par des justiciers arméniens qui vont procéder à l'assassinat à Berlin de Talat Pacha par Saruman Téhlirian et d'autres endroits de Beaddin Shakir, etc. Enver Pacha va être tué dans un conflit avec les Russes, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ces procès ne vont pas avoir été tenus comme ils devaient l'être. Les Anglais, par exemple, avaient enlevé des jeunes Turcs des prisonniers jeunes Turcs pour les envoyer à Malte. Ils pensaient tenir des procès contre eux. Il y a toutes les archives de départ de ces procès, mais ils ont été ensuite échangés contre des prisonniers anglais. Ce qui s'est passé après-guerre n'était pas du tout dans un esprit de justice, il faut le savoir, et les procès de Constantinople ont été invalidés rapidement dès que la République de Turquie s'est installée. Donc, les procès semblent pour la Turquie ne pas avoir existé. Mais ça a démontré que le fait de juger les responsables d'un crime de nature qu'on n'avait pas encore appelé génocide, mais qui était hors norme, on le comprenait, par un pays lui-même, comme on l'a vu d'ailleurs par des procès de militaires allemands qui ont eu lieu à Leipzig dans les années 20, ne permet pas une indépendance de la justice complète, et que c'est véritablement le grand procès du tribunal militaire international de Nuremberg qui a inauguré une voie de justice équilibrée contre ces crimes. Merci. Alors, on a également 2 personnes qui demandent pourquoi l'État d'Israël ne reconnaît pas officiellement le génocide des Arméniens. Alors, c'est une question difficile, c'est une question douloureuse, c'est une question qui a été expliquée récemment dans un très bon document qui expliquait que Arméniens et Juifs sont proches, très proches, mais que les États ne sont pas toujours aussi proches qu'ils pourraient l'être, parce qu'il y a des relations politiques internationales qui font qu'ils n'ont pas les mêmes alliés et les mêmes adversaires. Il est exact que si un pays devrait reconnaître le génocide des Arméniens, c'est Israël. Et mes amis historiens, Israël Charny ou Yair Oron, travaillent en Israël depuis 1980, au moins que je les connais, pour que cette reconnaissance ait lieu à la Knesset. Mais le problème est que Israël s'est trouvé tout seul au milieu d'un monde arabe hostile,
que le premier monde arabe, le premier monde musulman qui n'était pas arabe, c'était la Turquie, et qu'ils ont établi des relations nécessaires avec la Turquie, et de même, ils ont établi des relations avec l'Azerbaïdjan qui les fournissait en pétrole. Il est exact aussi que ces relations se sont distendues récemment, en particulier avec la Turquie, et que Israël ne peut toujours pas, pour des raisons diplomatiques, reconnaître le génocide des Arméniens. Ce que nous, historiens, nous récusons évidemment, mais le politique et le scientifique ne sont pas toujours en harmonie. De même, l'Arménie n'a qu'un pays voisin, d'ailleurs on est en train de lui couper la relation géographique, c'est l'Iran. Et l'Iran est l'ennemi prioritaire d'Israël. Donc il y a des raisons qui font que, bien que Arméniens et Juifs soient dans l'histoire et dans la reconnaissance historique de leur victimisation, des peuples proches et solidaires en tout point, les États ont d'autres arguments qui ne sont pas très moraux. Merci beaucoup. À la question sur les réactions durant le génocide à l'international, une personne demande pourquoi finalement autant de passivité de la part des autres États face au génocide des Arméniens à l'époque. Pourquoi autant de passivité lors d'un génocide? Et c'est bien là la question. C'est que l'on ne mesure pas vraiment ce qu'est un génocide. On ne mesure pas la détresse des populations qui sont condamnées à la disparition. Et c'est véritablement un manque d'empathie. On est effectivement au cours d'une guerre, au cours d'un conflit où les morts sont innombrables, mais un génocide n'est rarement perçu dans sa singularité au moment où il est perpétré. Le génocide des Arméniens a été connu comme déportation des Arméniens. Il n'a pas été connu comme volonté d'extermination des Arméniens parce que le concept de génocide n'était pas véritablement perçu, sauf par les Arméniens, bien entendu. Donc, on pensait qu'il y avait une volonté de se débarrasser des Arméniens, mais la radicalité de la destruction n'était pas perçue. C'est seulement lors du procès de Constantinople qu'a été définie l'existence de l'organisation spéciale du Teşkilat Imasusse. On ne comprend vraiment un génocide que lorsque l'on comprend quels ont été les acteurs principaux de l'extermination. Qui savait ce qu'était l'organisation SS dans sa structure destructrice au cours de la Seconde Guerre mondiale? On ignorait cela, on l'a appris après. Et on sait bien qu'une grande partie des victimes juives savaient qu'elles allaient probablement mourir, mais elles ne pouvaient pas imaginer de ce qui s'était passé. Si l'on avait compris ce qui s'était passé avant, si l'on avait compris que la destruction des aliénés allemands de 1940 à 1941, l'assassinat dans des chambres à gaz d'aliénés citoyens allemands montrait une volonté de destruction par des moyens systématiques organisés par le gaz, on aurait pu imaginer. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas le penser. Tout avait été fait pour que l'on ne comprenne pas l'importance de ce qui se passait dans la Shoah. Et même si tout a été fait au cours du génocide des Arméniens pour qu'on sache que les Arméniens disparaissaient régulièrement au cours des déportations, on ne pouvait pas imaginer ce qu'était l'organisation spéciale, c'est seulement plus tard qu'on l'a perçu. Tout ça est préparé soigneusement, avec en même temps le processus de destruction et l'effacement des méthodes. Regardez comme, après la Shoah, l'organisation des destructions des charniers a été organisée, elle n'a pas pu être complète à cause de l'avance des armées russes, mais tout était organisé pour détruire les preuves. Et comme le disaient les dirigeants nazis, c'était tellement énorme qu'on ne pouvait pas croire que ça existait. On sait des choses, mais on ne peut pas imaginer l'organisation, la structuration, la volonté de destruction d'un peuple, d'un groupe humain dans sa totalité, tant que l'on n'est pas confronté directement à cette réalité. Et puis aussi, on n'a pas envie de savoir, on a peur. On a peur, c'est une réalité effrayante.
hein, et qui explique que lors des génocides, il y a tellement peu de gens qui sauvent. Rares sont les sauveurs, mais ils existent pour préserver justement l'honneur de l'humanité. Là, on va répondre peut-être aux 3 dernières questions qui nous ont été posées. Une personne qui demande à quel moment les Kurdes ont pris conscience de leur responsabilité dans le génocide des Arméniens. Alors là, c'est une très bonne question. Parce qu'il faut savoir qu'entre Arméniens et Kurdes, c'est une vieille histoire dans les provinces arméniennes de conflits entre tribus. Tribus nomades kurdes ou semi-nomades et paysans arméniens, sédentaires arméniens. Donc il y avait un conflit banal comme il en existe dans pas mal de régions. Ce conflit a été exploité par les jeunes Turcs qui ont persuadé les Kurdes qu'il fallait détruire les Arméniens et participer à leur destruction. Donc avant le génocide, des envoyés turcs ont été rencontrés, des dirigeants kurdes, pour leur demander de participer à la destruction. Il faut savoir effectivement, et les Kurdes l'ont reconnu, c'est la première partie de la réponse, qu'ils ont participé au pillage, à la destruction, car il était classique que des villages kurdes viennent piller les villages arméniens. Et c'était plutôt d'ailleurs du vol et de la destruction de biens que de l'assassinat. Ils ont participé aussi à l'enlèvement de familles, de femmes et d'enfants kurdes, d'enfants arméniens. Mais il y a des Kurdes qui ont sauvé les Arméniens, en particulier les Kurdes alévis, les Kurdes du Dersim, je veux dire, et les Alévis, qui se trouvaient qui au contexte des Alévis se trouvaient dans la région donc des montagnes du vilayet de Karpout. Ces Kurdes ont protégé des Arméniens, des familles qu'ils connaissaient, et je connais plein d'Arméniens survivants qui doivent leur vie à une famille kurde qui était d'ailleurs très proche d'eux, leurs parrains souvent. Bon, il y a aussi surtout les Kurdes du Sinjar, les Kurdes du Sinjar, oui, qui sont les Yézidis. Les Yézidis sont un groupe kurde très particulier, qui n'est pas musulman, mais qui est d'une religion qui se rattache à une sorte de syncrétisme persan originel. Je n'ai pas le temps de détailler la religion, mais ils ont toujours été exclus, en fait, de différentes communautés. Donc, les Kurdes du Sinjar et les Yézidis du Sinjar ont sauvé 2000 Arméniens à leur péril contre des armées turques. Et le paradoxe a voulu, et ces images ne cessent de me hanter, que un siècle plus tard, ce soit des Arméniens qui aident les Yézidis du Sinjar, persécutés par Daesh, assassinés par Daesh, dans ce qui fut le début d'un génocide qui aurait pu être total si Daesh n'avait pas disparu, en tout cas disparu comme État. Donc les Kurdes ont reconnu plus tard, d'autant qu'il y avait une importante diaspora arménienne après le génocide, après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, qu'ils étaient aussi victimes de persécutions. Quand l'État turc s'est formé, l'une des premières actions de persécution a été contre les Kurdes du Dersim, justement, et contre des groupes d'Alévis également. Donc les persécutions kurdes n'ont pas cessé, elles ne cessent pas aujourd'hui, puisque le principal objet de la persécution dirigée par le gouvernement turc sont les Kurdes. Mais les Arméniens et Kurdes ont fait la paix, ils se sont expliqués. Les Arméniens ont souvent aidé les Kurdes après la Première Guerre mondiale à se reconstituer, à s'aider en diaspora. Et je me rappelle que lorsque nous avons tenu un tribunal spécial du tribunal Bertrand Russell sur le génocide des Arméniens, c'est un Kurde, le grand cinéaste kurde, qui s'est levé et qui a demandé pardon au peuple arménien. Si un gouvernement turc se levait et demandait pardon au peuple arménien, bien des choses, bien des problèmes que j'ai évoqués ici dans les conflits entre Arméniens et Turcs disparaîtraient. Simplement supprimer le mensonge et reconnaître ce qui a été. Alors, on me dit que M. Lévy s'est reconnecté. Il souhaitait intervenir à l'oral. Je ne sais pas s'il est en mesure de poser sa question directement. Est-ce qu'on peut lui redonner la parole ?
Voilà. Monsieur Lévy, voilà, il suffit de rallumer votre micro. Votre micro est toujours éteint, voilà, toujours en bas à gauche. Voilà. Là, il est ouvert, non? Il est Oui, ouvert et on nous vous entend entendons. parfaitement. C'est bon, allez-y. Oui, bonjour Monsieur Ternan. Bonjour, Monsieur Lévy. On se connaît? Non, Non. mais moi je vous connais, mais pas moi vous ne me connaissez pas. Bon. Je voudrais savoir, pour parler de ce problème disons, du génocide, mais du massacre, Monsieur Erdogan veut faire appel aux historiens. Vous dites qu'au niveau historique, il n'y a aucun doute. Où est le piège de Monsieur Erdogan? Le piège? Oui, parce qu'il veut faire appel à des historiens alors qu'il n'y a aucun doute. J'ai été dernièrement, oui, j'ai compris votre question. J'ai été dernièrement témoin, sachant, comme on appelle les témoins, un procès intenté par un Français qui travaille en Turquie, qui se prétend historien et qui travaille donc pour soutenir la négation du génocide. Il se disait offensé parce qu'on l'accusait d'être un suppôt du gouvernement turc et d'être négationniste. Bon, et j'ai expliqué pourquoi le gouvernement turc continue à maintenir sa négation. Elle est totalement absurde. Alors on fait des travaux, mais vous savez, le négationnisme, j'ai commencé à le connaître avec la négation de la Shoah et je l'ai connu encore mieux avec la négation du génocide des Arméniens. Le négationnisme est une technique de tentative de nier ce qui ne peut pas être nié. Mon ami Pierre Vidal-Naquet, dont j'ai longuement reçu l'enseignement, disait on ne discute pas avec les négationnistes. Donc, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils peuvent témoigner, publier n'importe quel document dans n'importe quel ouvrage. On ne peut pas nier le génocide des Arméniens, ne peut pas nier l'intention criminelle et la programmation d'un massacre de masse, d'une destruction systématique et d'un génocide. On ne peut pas le nier dans le cas des Arméniens, il y a trop de documentation, donc on peut inventer tout ce qu'on veut. J'ai expliqué ce qu'était cette histoire imaginaire, qu'on appelle aussi une uchronie, c'est-à-dire on peut écrire n'importe quoi, on peut raconter n'importe quelle histoire qui ne repose sur aucune base documentaire et qui explique que ce qui s'est passé ne s'est pas passé et que ce qui s'est passé était autre chose que ce que l'on raconte. Donc, tout peut être dit et les réseaux sociaux se régalent de ces mensonges absurdes. Donc, simplement, M. Erdogan est complètement coincé. Il est doublement responsable, si je puis dire, dans la mesure où il développe un maintien inconditionnel de la Turquie et eu le double d'un islamisme conquérant. Alors, monsieur Erdogan se permet n'importe quoi, il se permet même d'insulter le président de la République française. Mais monsieur Erdogan est un personnage extrêmement dangereux qui devra un jour disparaître de la scène politique par l'effondrement de son économie probablement ou le renversement de sa politique. Mais on ne peut pas discuter avec M. Erdogan. C'est ce qu'a bien compris le président américain qui, après des siècles, on ne peut pas des siècles, mais des décennies où l'administration américaine refusait de reconnaître le génocide arménien, a compris qu'on ne pouvait pas refuser. Tous les États américains, 49 sur 50, avaient déjà reconnu le génocide des Arméniens. Le Congrès l'a entièrement reconnu. Enfin, donc, M. Erdogan est coincé. Il peut dire tout ce qu'il veut. C'est un menteur. Hein, et, monsieur, on pourrait presque dire un tueur. Alors, on va répondre aux deux dernières questions qui nous ont été posées parce qu'après, il sera l'heure de s'arrêter. Oui. Donc, une personne sur Facebook qui nous demande les historiens ont-ils arché aux archives ottomanes? Y a-t-il encore des zones d'ombre sur ce génocide? La personne pense notamment, vous avez déjà un petit peu parlé de cette question, aux Arabes chrétiens.
peut-on parler pour eux également de génocide au même titre que pour les Arméniens? Le problème de la question du génocide, c'est qu'il ne faut pas étendre, comme pourrait le sembler le faire l'article 2 d'ailleurs de la Convention de 1948, le cadre des génocides. Le génocide, c'est vraiment la programmation de la destruction d'une part substantielle d'un groupe humain. Donc, quelles que soient les victimes, il faut vraiment que l'on se trouve en présence de cette situation particulière. Quand il y a une destruction progressive, une disparition progressive qui se fait pas uniquement d'ailleurs par assassinat ou déportation, mais simplement souvent par des pressions pour que les gens partent ou quittent le pays, on ne peut pas parler de génocide. Il est certain que les Arabes chrétiens se trouvent dans une situation difficile, qui sont un peu en position ambiguë, si je puis dire. Vous voulez parler des Arabes chrétiens d'Israël, je suppose, mais on ne peut absolument pas parler de génocide, ce serait absurde. Et par rapport aux archives, vous en parliez un petit peu, la difficulté d'accéder aux archives, notamment ottomanes. D'abord, moi je précise que je ne suis pas un spécialiste des archives ottomanes pour la simple raison que j'en ignore les langues. L'accès aux archives ottomanes est permis d'abord à des chercheurs qui pratiquent la langue ottomane, la langue turque. Et d'autre part, toutes les archives ne sont pas véritablement accessibles. Par exemple, les archives de l'administration ottomane qui permettraient de reconstituer les propriétés arméniennes, de savoir exactement ce qui a été volé, sont absolument inaccessibles. Donc, un chercheur comme Taner Aksham, qui a pu déchiffrer à partir des archives ottomanes les télégrammes chiffrés de Talat Pacha, a dû recourir à de nombreuses aides pour pouvoir, à partir d'autres archives, analyser ce que pouvait être le chiffre. C'est un travail très long qui est expliqué dans son livre « Ordre de tuer ». Donc, quand un gouvernement nie le génocide des Arméniens et qu'il possède des archives qui permettent de le prouver, il est évident qu'il y aura une gestion très prudente et très habile de l'accès à ces archives. Merci. Alors, je crois qu'il y avait également Madame Davy qui souhaitait intervenir à l'oral, voilà, qui lève la main. Donc, si vous voulez bien rallumer votre micro pour poser votre question, on vous écoute. Allez-y, votre micro est allumé. Pascal Davy, oui, votre micro est allumé, mais on ne vous entend pas. Madame Davy, est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas. Alors, cette personne a posé des questions directement dans l'onglet questions. Donc, peut-être que c'était ces mêmes questions. Cette dame demandait, y a-t-il une chance qu'un jour l'Arménie soit un État indépendant comme Israël? Voilà, je ne sais pas si la question qu'elle souhaitait reposer. Que l'Arménie soit un État indépendant comme Israël? Ce qu'elle demande. L'Arménie est un État indépendant. L'Arménie est un État indépendant depuis la fin de l'Union soviétique, où tous les pays constituant l'Union soviétique ont plus ou moins rapidement déclaré leur indépendance. Et dans la région du Sud-Caucase, donc il y a 3 pays indépendants qui sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors le problème actuel, c'est le problème du Haut-Karabakh, bien entendu, où cette province qui avait été par Staline rattachée à l'Azerbaïdjan a été proclamée indépendante au moment de la fin de l'Union soviétique par une guerre très courageuse menée par les habitants de l'Azerbaïdjan, du Karabakh, qui était en presque totalité arménien, et qui n'ont pas su vraiment exploiter la possibilité de devenir indépendants ou d'être rattachés à l'Arménie, de telle sorte que dans la situation actuelle de pandémie mondiale et la possibilité d'un armement supérieur,
l'Azerbaïdjan, associé à la Turquie, a utilisé d'ailleurs des djihadistes et des armes de destruction massive pour mener une guerre exterminatrice contre le Haut-Karabakh, où il y a eu plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de personnes fragilisées, chassées. Et donc, la situation du Haut-Karabakh est actuellement contrôlée grâce à la Russie, qui joue sa partie. Et il est évident que l'urgence est maintenant que l'Union européenne en particulier et d'autres pays reconnaissent l'indépendance du Haut-Karabakh, que l'on appelle l'Artsakh, ARTSAKH. Donc, Arménie et Haut-Karabakh sont un même combat, mais ce n'est pas le même pays. L'Arménie est indépendante. Le Haut-Karabakh, qui vient d'être amputé par la guerre d'extermination menée de septembre à novembre 2020, est à la recherche d'une situation, d'une solution après l'armistice, solution qui doit être obtenue rapidement par le groupe de Minsk qui est chargé de l'obtenir à travers donc des pays comme la Russie, la France, les États-Unis et bien entendu la Turquie, l'Azerbaïdjan. Et donc, tout ça est en négociation et c'est l'avenir des Arméniens du Haut-Karabakh qui se joue actuellement. Et les pressions internationales devraient permettre de faciliter une indépendance du Haut-Karabakh ou son rattachement à l'Arménie, mais c'est une autre question qui est actuellement en pleine discussion. Donc, il y a des problèmes même plus urgents qui sont l'arrêt des persécutions des prisonniers arméniens après la guerre de 1920, de 2020. Merci. Alors, on va terminer cette rencontre avec une dernière question qui nous a été posée sur Facebook. Une personne demande, pensez-vous qu'il peut y avoir un traumatisme transgénérationnel sur les générations qui suivent tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance et de réparation officielle du génocide des Arméniens? Alors ça, c'est indéniable. C'est absolument indéniable. Nous sommes 106 ans après le génocide des Arméniens et je vous assure que lorsque j'entendais hier à la réunion, la manifestation qui a eu lieu à la statue de Komitas, à Réunion, pour évoquer donc le génocide, les Arméniens qui étaient réunis par peut-être au moins un millier, ce sont des gens blessés. Ce sont des gens qui sont blessés des générations après et qui ne cesseront pas d'être blessés de génération en génération tant que le génocide ne sera pas reconnu. Je me souviens, lorsque la France a reconnu le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, c'était en 2001, c'était au Sénat, après la discussion du Sénat, et il y avait une foule arménienne au milieu de la nuit, devant le Sénat, et j'ai rencontré une jeune arménienne que je connaissais et qui m'a dit « Maintenant, mon grand-père peut dormir, tranquille ». Et ce sont ces mots qui résument tout à fait la situation des Arméniens. Il n'y a pas de génération de l'oubli, il y a une permanence de l'impossibilité de faire le deuil devant un génocide nié. Impossibilité. Cela durera un siècle, des siècles, mais cela durera. La nécessité de reconnaître, que la Turquie reconnaisse sa responsabilité dans le génocide des Arméniens est absolument nécessaire au deuil arménien. Merci beaucoup, Monsieur Ternon, pour à la fois votre conférence tout à fait claire et passionnante et pour toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Voilà, donc je rappelle que votre dernier ouvrage doit sortir d'ici quelques jours aux éditions du CERF sur la destruction des communautés chrétiennes de l'Empire ottoman entre 1914 et 1924. Et en lien avec cette conférence qui a été enregistrée, que vous pourrez retrouver en replay sur notre site internet, eh bien, l'exposition sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman qui est présenté au mémorial de Drancy jusqu'en juillet. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Très merci bonne fin de journée. Écouté. Merci à vous. On a beaucoup de gens qui vous remercient et qui vous passent le bonjour via l'onglet discussion. Merci, voilà, donc merci d'avoir été aussi nombreux pour poursuivre cette conférence. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.